Bien joué, bien joué. Et salut à toi futur entier, c'est un plaisir comme d'habitude de te retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo dans un endroit encore spécial et avec une personne encore très spéciale. Donc je te présente Julien. Bonjour. Donc Julien est participant de ma formation, encore une fois aujourd'hui comme tu le sais c'est interview et encore une fois dans la région toulousaine. Donc là on est encore dans un autre endroit, dans une autre ville. Julien va nous parler de son projet, c'est ce que tu vois derrière, là, ce bel immeuble magnifique rénové. Hein. En partie. En partie, ouais, à rénover. Il va nous parler également d'autres projets qu'il est en train de faire. Il a fait pas mal de projets différents, pas mal de modifications, bref, des projets géniaux. Donc tu vas nous expliquer tout ça. Dans un premier temps, je te laisse te présenter, leur expliquer un petit peu qui tu es et ce que tu fais dans la vie. Bonjour à tous, oui je m'appelle Julien, j'ai eu 40 ans hier, donc c'était mon anniversaire hier. Je t'avais pas demandé, tu serais plus jeune. C'est assez gentil. J'ai 3 enfants, j'habite à Toulouse et je suis gestionnaire de flotte. D'accord. Donc, dans un premier temps, comment tu t'es mis à acheter de l'immobilier? Comment ça t'est venu et quand est-ce que tu as démarré? Alors j'ai démarré en 2014, en fait pour la petite histoire, avant j'étais un ancien sportif de haut niveau, donc j'étais footballeur et chaque année j'avais des contrats de foot différents, donc j'ai jamais vraiment pu pouvoir acheter ou investir parce que au niveau des banques c'était compliqué d'avoir un contrat d'1 ou 2 ans, ainsi de suite, voilà. Donc une fois que j'ai pris un peu de recul sur ma carrière et que j'ai une seconde vie et j'ai commencé à travailler, j'ai eu ce fameux sésame du CDI et donc j'ai toujours un petit peu voulu investir, mais j'avais toujours un petit peu cette idée que pour investir il fallait être riche ou faire des choses comme ça. Donc en fait j'ai fait des recherches et en faisant différentes recherches, je suis tombé sur des personnes qui investissaient elles-mêmes et en fait en les suivant un petit peu, je me suis rendu compte que je pouvais aussi investir moi-même. Donc j'ai commencé à investir en 2014 en suivant quelques personnes qui commençaient déjà à investir et j'ai commencé par un petit studio à Toulouse. D'accord, donc premièrement, petit studio à Toulouse. Rapidement, comment ça s'est passé? Est-ce que comment tu as trouvé ce bien? Est-ce qu'on te l'a envoyé? Est-ce que tu as fait les petites annonces normalement? Ouais, alors pour le trouver, j'ai mis beaucoup de temps à le trouver. J'ai mis pratiquement 1 an parce que quand on démarre, on ne sait pas vraiment ce qu'on veut. Donc on a un peu peur aussi, donc on ne sait pas trop. Et en fait, j'ai visité plusieurs appartements qui ne m'inspiraient pas forcément. Et un jour, je suis tombé sur une annonce où justement, il y avait un bien qui était en vente, mais sans photo. Avec un petit prix. Donc j'ai appelé, je suis tombé sur un agent immobilier qui m'a donné rendez-vous pour le visiter et je l'ai attendu environ 50 minutes avant qu'il arrive. Donc j'allais partir et il est arrivé juste à la fin et du coup il m'a fait visiter cet appartement là et pourtant c'était quelque chose qui était dans des combles, il n'y avait rien, pas d'eau, pas d'électricité, encore des grosses boîtes à charbon à l'ancienne et je sais pas, ça m'a inspiré, voilà. Voilà, j'ai eu un feeling. Pourtant, la vie des travaux, c'était mon premier investissement et en fait, j'ai fait venir des artisans j'ai dessiné les plans, savoir ce que je pouvais faire ou pas. Et j'ai montré aux artisans pour savoir si c'était possible ou pas de le faire. Et du coup, je me suis lancé comme ça. D'accord. Est-ce que tu avais fait des grosses analyses avant ou est-ce que tu y allais un peu au feeling justement, un peu sur toute l'opération? Disons que ma première idée c'était, j'avais pas mal entendu parler de location saisonnière, donc je trouvais ça hyper intéressant, c'était un peu le début d'Airbnb, ça fonctionnait pas mal, donc c'était vraiment un créneau qui me plaisait, puis pouvoir avoir un appartement clé en main, recevoir des gens un peu de partout, je trouvais ça hyper intéressant, et surtout quand on faisait de la calcul au niveau de la rentabilité, on avait une haute rentabilité. Donc en fait dans mon esprit au départ, mon premier investissement, je voulais absolument faire du saisonnier. Donc j'étais sur une ville comme Toulouse, même si on ne sait pas vraiment si ça fonctionne ou pas, voilà, je me suis dit je me lance comme ça, je fais un meublé, au pire si j'arrive pas à louer un Airbnb, que ça ne fonctionne pas comme je voudrais, moi je pourrais très bien louer un étudiant, à Toulouse il y avait beaucoup d'étudiants, donc je sais que je l'aurais loué dans les quelques jours après si jamais le saisonnier ne fonctionnait pas. D'accord, super, bon, on parlera des chiffres tout à l'heure dans la deuxième partie de la vidéo. Tu t'es pas arrêté là, tu as fait une deuxième opération. Voilà, c'est ça. Disons qu'une fois que j'ai fait cette première opération, j'ai vu que ça fonctionnait et ça m'a plu, je me suis vraiment pris au jeu. En fait, au départ, je partais sur un deuxième investissement, je partais sur la même surface, un petit appartement que j'allais louer en meublé, pareil, ou soit en saisonnier ou en meublé classique. Et en fait, en faisant des démarches avec différents agents immobiliers, en fait, j'ai un agent immobilier qui m'a appelé, il m'a dit voilà, j'ai rentré un bien qui n'était pas du tout dans mes critères au départ, qui était quelque chose de plus grand, sur un plus gros budget. Et donc au départ, je n'étais pas forcément intéressé, mais voilà, ce qui m'a interpellé un petit peu, c'est qu'il m'a montré un appartement avec où le prix lui était affiché, avec une plus-value qui était une grande terrasse qu'il y avait en plein centre-ville de Toulouse. Et un peu en réfléchissant sur le montant de mes travaux, le prix d'achat, parce qu'il y avait aussi beaucoup de travaux à faire, je me suis dit que ça pouvait être aussi une opération qui était hyper viable. Donc, et voilà, et je voulais un petit peu me diversifier aussi, et du coup, j'ai acheté quelque chose de plus grand, qui faisait
un peu plus de 50 mètres carrés. Mais je m'étais dit pour encore mieux le rentabiliser, j'avais fait aussi des recherches, ainsi de suite, je m'étais beaucoup documenté. Et j'ai vu qu'aussi l'avantage de diviser 2 appartements, ça me permettait aussi d'augmenter sa valeur et de pouvoir avoir 2 loyers plutôt qu'un. Voilà. Complètement. Donc c'était ça. Donc cet appartement, tu l'as divisé? C'est ça. Tu as fait quoi? 2 studios, 2 T2? Non, on a fait parce qu'au départ c'était prévu aussi pour du saisonnier. Donc on a fait 2 petits T2. C'était entre 25 et 30 mètres carrés. Bien agencé, bien agencé, bien optimisé. On a quand même préféré mettre des chambres à part parce qu'on pouvait recevoir de 2 à 4 personnes si on faisait du saisonnier. Donc dans mon esprit au départ c'était comme ça que je voulais le faire. Voilà. Super. Ouais, c'est ça. D'accord. Donc studio, division, ok. Jusque là c'était avant la formation. C'est ça. À ce moment-là, tu te documentais de ton côté, etc. Tout à fait. D'accord. Tu as fait la formation fin 2018, c'est ça? D'accord. Maintenant, explique-nous les autres projets qui sont un petit peu, un peu différents, on va dire. On en a un qui est juste derrière, là, un bel immeuble. Bah, disons que même en ayant avoir fait des investissements qui réussissaient, en fait, pareil, je commençais à me poser la question comment je peux faire pour aller plus vite, pour avoir des plus grosses rentabilités, sachant qu'au niveau de mon budget, j'étais toujours parti sur des petites surfaces parce qu'après à Toulouse les prix sont quand même assez élevés, donc c'est compliqué pour moi. Donc j'ai fait d'autres recherches et je suis tombé sur ta formation et en fait un petit peu dans l'intitulé, en fait voilà, ça me donnait beaucoup d'autres choses que je pouvais apprendre justement pour passer un niveau au-dessus. Voilà, j'ai échangé avec pas mal d'investisseurs aussi à Toulouse et on se posait toujours la question, voilà, maintenant qu'on a entre guillemets arrivé à un certain niveau, comment on peut faire pour aller à un niveau au-dessus? Et en fait, voilà, donc le but, c'est de se rapprocher d'investisseurs qui avaient déjà fait des choses qui étaient supplémentaires. Donc en faisant ta formation, en fait, ça m'a permis de me dire que je pouvais acheter plus gros, donc des immeubles de rapport. Donc moi, j'avais toujours cette idée, comme beaucoup de gens, de l'immeuble de rapport. Ça impressionne les riches au début. C'est quelque chose, même moi, quand j'en parle encore de mon côté, on dit j'achète un immeuble, les gens me disent, mais attends, mais oui, mais t'es riche, millionnaire. Voilà, on imagine de suite le gros haussmanien en plein 16e arrondissement à Paris. Voilà, c'est ça. Et en fait, en faisant des recherches, en fait, on se rend compte qu'on peut trouver des petites pépites ou des choses comme ça qui sont hyper intéressantes, qu'on peut modifier pour justement avoir des plus grosses rentabilités. Et l'avantage aussi, c'est que je voulais plus forcément trop de copropriété. J'avais eu trop de soucis avec mes copropriétaires. Dès qu'on veut faire des travaux, ça prend du temps. Il y a les syndics, il y a tout ça. Donc en fait, j'ai voulu vraiment être propriétaire de mon immeuble dans son ensemble et aussi augmenter ma rentabilité. Ça, c'est vrai que ça ressort souvent sur des investisseurs, des participants que j'ai. Souvent, ils démarrent avec des appartements et au bout d'un moment, ils se rendent compte de toutes les contraintes qu'il y a dans une copropriété. Et c'est aussi une des grosses raisons, en plus du rendement, c'est d'acheter un immeuble pour se dire maintenant je suis tranquille, si je veux gérer les frais de ma toiture, je gère comme je veux, les frais de la façade, je gère comme je veux. C'est souvent une grosse motivation. Donc du coup, t'en es venu à ce projet. Voilà, tout à fait. Explique-nous un petit peu dans les grandes lignes, on parlera des chiffres ensuite. Dans les grandes lignes, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que tu vas en faire et comment t'en es venu à ça? Alors ce projet-là, en fait, c'est une maison qui sont des anciens bureaux. Et pareil, moi je voulais rester sur mon créneau de faire du meublé pour étudiants ou jeunes travailleurs ou choses comme ça. Parce que souvent, moi ce que je recherche dans l'investissement immobilier aussi, c'est tout ce qui est le côté travaux en fait. Moi ce que j'aime, c'est trouver une vieille maison et lui donner une seconde vie et en fait réimaginer un petit peu les espaces. C'est ce qui nous éclate dans l'immobilier. C'est ça qui est vraiment hyper sympa dans l'immobilier. Parfois ça peut faire un peu peur aux banquiers parce qu'on est sur des grosses enveloppes de travaux comparé au prix de la bâtisse. Mais au final, en fait, on se rend compte que c'est grâce à ça qu'on peut avoir aussi des hautes rentabilités justement en utilisant, en maximisant l'espace et justement pouvoir avoir d'autres choses. Donc là en fait on est sur un immeuble où on va créer 5 appartements. Top, ok. Donc ça va être du studio T2. Voilà, on est à proximité d'une ville étudiante. Voilà, donc en fait ça me permet de rester dans mon créneau, de pouvoir avoir toujours soit ce côté étudiant, soit ce côté jeune travailleur et rester dans mes créneaux qui est tout ce qui est déficit foncier en faisant des travaux et en louant meublé en LMNP. D'accord. Voilà. Ok, excellent. Donc là ici, 5 logements que tu vas faire, d'accord. Comment t'en es venu à acheter dans cette ville? Parce que souvent ce qui peut faire peur aux gens, c'est d'acheter dans une ville qu'on ne connaît pas. Là on est à une bonne heure et demie de là où tu habites. Comment t'en es venu à cette ville? Tu connaissais des gens qui ont investi là ou tu as fait tes propres analyses et tu as vu qu'ici ça pouvait être intéressant? Alors je connaissais personne qui avait investi ici. Donc moi j'ai fait mes recherches moi-même, c'est-à-dire que je me suis déplacé pour venir visiter, j'ai pris du temps pour faire le tour un petit peu, voir ce qu'il y avait comme commerce, à quelle proximité j'étais ou pas des grandes écoles. Et après, et puis c'est aussi un petit peu au feeling aussi. Parfois on ressent les choses, on les ressent pas. On peut se tromper ou pas, mais disons qu'après, voilà, j'ai essayé de voir un petit peu s'il y avait des grandes enseignes qui s'implantaient à proximité, des choses comme ça. Et j'ai fait un peu le fameux sésame que j'aime pas trop faire, mais qui peut rassurer aussi un investisseur. Je fais des fausses annonces. Donc c'est-à-dire que je prends les photos de mes biens toulousains, je les mets dans les villes où je veux investir, pendant seulement 2-3 jours, pas plus. Je vois si j'ai suffisamment de retour et ça me permet un petit peu de me rassurer en termes de location et en termes de prix de location. Voilà. Ça permet de me jauger un petit peu et de me rassurer aussi. Et en fait, je me rends compte qu'avec le recul,
Je le fais dans plein de villes différentes et je me rends compte qu'à partir du moment où on a un bien de qualité, on a souvent des retours. Voilà. On a souvent des gens qui veulent louer. Voilà. Donc moi, cette analyse a été faite comme ça aussi. Voilà. Ouais. Ce que tu vas nous expliquer un petit peu en détail, c'est vraiment de la location étudiante, mais un peu plus que tu veux faire parce qu'il y a quand même pas mal d'avantages dans cet immeuble. Ce que je fais à chaque fois dans les interviews, j'essaie au début, quand on se rencontre, de poser le moins de questions possible pour garder les questions surprises, tu vois. Donc on n'a pas encore fait la visite, ça fait 1 heure que je l'ai rencontré, je suis en train de bouillir, hein, je t'imagine. Donc là, on va aller faire la visite, on va prendre un peu de temps, tu vas m'expliquer un peu tous ces appartements, ce que tu comptes faire, et on va faire le détail des travaux. Ok ? Allez, on y va. D'accord. Donc là, on va être dans l'entrée, le futur couloir des différents appartements. Donc en fait, ici sur la droite, en fait, on va créer un premier appartement qui va être le plus petit ici, qui va faire à peu près 17 mètres carrés. D'accord. On va recréer la porte d'entrée ici avec l'accès. Okay. Et après, on va se retrouver dans la pièce de vie, qui sera une petite pièce de vie. On va essayer de faire quelque chose qui est assez condensé pour avoir voilà, des différentes, une vraie cuisine, un vrai lit encastrable, une grande étagère ici avec un écran au mur, voilà, pour vraiment qu'on ait vraiment quelque chose clé en main avec pas mal de rangements. Ouais. Et ici, à ce niveau-là, en fait, on a cassé le mur pour récupérer la profondeur et créer une salle de bain, voilà, qui va être ici. Parfait. Ça va être le premier appartement. Dans le deuxième ici, on va venir fermer. On va mettre l'accès où on aura les futurs compteurs électriques ici. Là, on aura la future entrée de l'appartement. Donc on va rentrer par ici, on sera sur la pièce de vie. D'accord. Et ici, on a créé une ouverture qui est derrière vous, en fait, pour qu'on ait l'accès directement. Après, on va se retrouver derrière vous. Ici, on va créer la future cuisine qui va être un peu une cuisine linéaire, avec un niveau central ici, où on pourra avoir l'accès directement sur le salon. L'accès extérieur qui va aller directement sur la terrasse. En suivant, on va avoir la salle de bain qui va se retrouver à peu près ici. Ouais. Et ici, on aura une future porte. Et la chambre va se retrouver là. Donc ici, on aura un T2, un 2 pièces qui fera à peu près une 50aine de mètres carrés à peu près. Ça sera une belle chambre, tu vas avoir combien? 13, 14 mètres carrés? Ouais, un petit peu moins, parce qu'on va empiéter ici, on va récupérer ici, ce niveau-là en fait, pour venir faire la salle de bain. Ouais, okay. Un petit peu comme ça en fait. Donc en fait, on sera quand même sur une chambre de 12 mètres carrés. Même un îlot central dans un appartement étudiant, ils vont être bien. Ouais, ils vont être bien, à mon avis, tu vas louer très souvent. Ok, génial. Donc là ici, T2, c'est ça? T2, ouais. Studio là-bas? Studio ici. Et là-bas, T3? Non, le grand T2 va faire un L comme ça. D'accord. Ah ouais. Quelle surface du coup le T2? 50 mètres carrés environ. Ouais, beau T2 aussi. On avait imaginé peut-être passer un T3 ici, mais on aurait perdu du rendement parce que c'était pas au niveau en termes de plan en fait, on aurait eu quelque chose qui aurait été assez sombre. Donc en fait on est resté sur du T2 parce que sur du meublé, du T3 meublé c'était peut-être un petit peu plus compliqué, peut-être pour une future coloc pourquoi pas, mais en fait voilà, le but c'était si on voulait revendre aussi qu'on ait vraiment un truc qui est hyper aéré. Ouais. C'est bien d'y penser aussi parce qu'en étudiant, si on se dit vraiment on vise que le rendement, on essaie de caler un T3, on fait 2 petites chambres, peut-être un peu plus son, etc. Mais à la revente, est-ce que ça va plaire? Si tu dois revendre à quelqu'un d'autre, c'est-à-dire à une résidence principale, quelqu'un qui veut vivre dedans, est-ce que ça va plaire? Alors que là, effectivement, tu as un beau T2 bien grand, il y aura une belle cuisine, dans le studio un lit encastrable, donc c'est quand même des prestations très sympas. Voilà, sachant qu'après, même si demain on va faire une revente, on a toujours la possibilité d'apporter des idées pour les travaux pour rajouter une chambre supplémentaire. Ok, donc génial pour le premier niveau, très bien. Donc premier 2 pièces, on aura ici une pièce. Donc ce qu'on fera, c'est qu'on te mettra les plans en photo, comme ça tu verras un petit peu le avant et le après. On te mettra les photos du avant, qui casse tout, et les photos du après s'il a terminé avant que la vidéo sorte, mais normalement il y a des chances. Donc peut-être que tu auras les photos du après. Si tu les vois, c'est qu'il a réussi. Pas mettrait ici pour l'inclure dans la vente. C'est peut-être pour ça que j'ai payé peut-être moins cher aussi. Parce qu'en fait, eux, ils sont restés sur tout ce qui était loi Carrez au rez-de-chaussée, au premier étage. Ils sont pas venus ici prendre de la loi Carrez pour l'inclure dans la vente en fait. Donc c'était, en fait, c'est pas une succession, mais c'est des personnes âgées qui ont ça depuis des années et ils voulaient plus s'en occuper. Donc en fait, ils n'ont pas essayé de faire vraiment la démarche pour tout mettre ici quoi. D'accord. Donc là ici, tu vas faire permis de construire. Peut-être que c'est déjà fait.
Ici, on n'a pas besoin de faire un permis de construire parce que tant qu'on ne touche pas à l'extérieur, en fait, voilà. Tu ne fais pas de Velux ou bah, si, on aura juste une DP, voilà, on aura juste une DP à faire, une dépose préalable. D'accord. Pour créer des, on va créer 1, 2, 3, 4 Velux. Ok. Donc on aura ici le côté salle de bain, donc en long. Et ici, on va récupérer une partie ici pour faire la douche. Ouais. De ce côté-là, on a le coin chambre. D'accord. Donc avec le lit au bout et le côté dressing de ce côté-là. Pareil, on va utiliser quand même la longueur ici. On va peut-être le fermer pour aussi faire utiliser en tant que rangement. Et après, à ce niveau-là, ici, là, on va créer la future pièce de lit. Et on aura cuisine ici en façade avec un petit retour. Et là, le côté salon avec l'écran accroché. Celui-là, il va être très beau. J'étais hier chez un investisseur qui, d'ailleurs, ils ont dû le voir il y a quelques temps, j'ai sorti la vidéo, qui avait fait aussi un mansardé. Alors, il était beaucoup plus bas, mais c'est super sympa. J'en ai fait un moi aussi avec les poutres apparentes. Tu peux faire vraiment quelque chose de très très beau. On va essayer de créer une sorte d'esprit un petit loft en fait, voilà, avec des ouvertures directement voilà, sur. C'est marrant parce que suivant les communes, quand tu crées des Velux ou que tu retouches à l'extérieur comme ça, souvent, soit il y en a qui demandent un permis de construire, soit il y en a qui demandent une DP. Ouais, ça dépend. Ouais. Ça dépend des communes, tu vois. Ouais, c'est marrant. Même pour les créations de surface, il y en a qui ont juste des DP qui sont suffisantes et des fois la commune demande le permis de construire. Ouais. Donc c'est bien d'aller demander, voilà, ils le sauront aussi, d'aller demander à l'urbanisme avant pour savoir quels sont les documents à donner. Ok, eh ben génial, ça va être un bel immeuble, voilà. Ouais, j'espère, ouais, je pense que ça va être un truc sympa. Très bien. Bon bah futur entier, j'espère que la visite t'a plu. On repart aux chiffres. On y va. Ça va leur plaire aussi. Donc futur entier, j'espère que cette visite t'a plu. Maintenant, quelque chose qu'ils attendent, en plus des travaux, les chiffres, comme d'habitude, exactement. Alors avant de parler de cet immeuble-là, on va démarrer de ton début, de ta carrière d'investisseur. Quels étaient les chiffres de ton premier studio, de la division que tu as faite et de cet immeuble? Alors chiffres, passons très vite, l'appartement, le studio, achat à 48 000 €, 17 000 € de travaux, en global 70 000 €. La division, achat 110 000 €, 57 000 € de travaux exactement, donc on est sur un achat à 170 000 € à peu près, okay. 170, 172. Premier budget 70 000, le deuxième à peu près 170 aussi. C'est ça. Combien t'as rapporté le premier bien? De loyer? De loyer, sur la location classique, en meublé, on était en pourcentage ou en prix de location? En rendement par exemple? En rendement, on est sur du 10% net. 10% net. Sur Super. les autres aussi. Sur les autres aussi? Ouais. Génial. En moyenne, on est entre 9 et 11%. D'accord. Sur du net. Donc pour donner un exemple, pour ceux qui débutent, un budget à 70 000 €, s'il a fait un crédit sur 25 ans, tu as fait un crédit sur 25 ans, voilà, tu es à peu près à 300 € par mois de mensualité, c'est ça? Voilà. Donc 300 € par mois de crédit, pour te donner une idée, même une personne au SMIC qui gagne 1 200 € par mois, qui va proposer un investissement à la banque, si il a bien géré sa situation, s'il a des bonnes connaissances en crédit, si, tout un tas de paramètres, mais avec son revenu, il peut emprunter ce montant. Combien de loyers tu avais en face du coup à l'année, lycée? À l'année comme ça, calcul de tête, mais j'avais à peu près 570, entre 570 et 600 € de loyer pour le studio. D'accord. Donc pareil, sur 25 ans, à peu près 310 € de mensualité. Donc 2 fois plus de loyer que de crédit. C'est ça. Et la division, là, crédit, on était à 780 € je crois, pareil sur 25 ans. Et on était sur 1400 € de loyer, voilà, parce que la plus-value des terrasses m'a permis de faire des chiffres un peu des bons loyers. Des bons loyers, ouais, excellent. Un peu plus élevés, ok, donc tu débrouilles toujours pour avoir au moins 2 fois plus de loyer que ce que tu as de crédit. Sachez, si jamais demain vous allez à la banque, si vous faites des opérations comme celle-ci, qui sont quand même des opérations dans les 5% des meilleurs investisseurs en France, le banquier va vous voir différemment. Déjà, il voit que vous avez une opération rentable, mais en plus, ça permet dans le calcul du banquier d'augmenter votre endettement, ce qui fait qu'il peut vous prêter des montants un peu plus grands ensuite. C'est ce qui s'est passé pour moi. J'ai fait 100 000, j'ai fait 220 en immeuble derrière et j'ai fait 400 ensuite derrière. Mon salaire n'avait pas augmenté. Et toi, c'est exactement pareil. Je pense que ton salaire n'a pas augmenté entre-temps. Il augmente parce qu'il voit que les opérations sont rentables, donc déjà, il a la confiance. Et en plus, en termes de chiffres, ça augmente l'endettement. C'est ça, ouais. Donc du coup, ça permet de prêter ensuite beaucoup plus. C'est exactement ça. Voilà. Donc 2 opérations que un revenu moyen pourrait faire, ça c'est top. Maintenant les chiffres de celui-ci du coup.
Alors celui-ci, achat 114 000 €, frais de notaire et frais d'agence en plus, on est sur 130 000 €. Et après, en termes de travaux, on est à peu près sur la même enveloppe. 130 000 € à peu près, 130, 140 en comptant l'ameublement. Donc on est sur un achat global de 270 000 €. D'accord, donc là déjà tu es passé sur des budgets supplémentaires, sur plus de travaux aussi. C'est ça. Ok, c'est bien avec un peu d'expérience. Ah ouais, super. Ouais, c'est ça. Et donc là le projet, donc on a vu 5 appartements qui vont être faits pour des étudiants. En plus c'est sympa, il y a un petit jardin qui est juste ici, comme tu as pu voir dans la vidéo. Combien tu vas récupérer de loyer annuel et combien ça vaut si jamais demain tu dois le revendre? Alors sur l'estimatif qu'on a fait, si demain on doit le revendre, on est sur une revente entre 320 et 340 000 €. Super, pour un coût à 270 on a vu, ok. C'est ça. Et après, en termes de loyer, moi je parle toujours mensuel, donc à l'annuel, il faudrait que je fasse le calcul, mais on va être sur à peu près 2300, entre 2200 et 2300 € par mois. Ce qui fait un petit 10% brut à l'année, sachant que tu n'auras pas d'impôt du tout sur cet immeuble en revenu locatif. Ouais, d'accord. Ouais. Combien de mensualités de crédit sur le bien? Un peu moins de 1300 €. Donc 1300 € pour 2003 à peu près de loyer. C'est ça. Ok, donc très bien, belle opération. Alors effectivement, un autre petit conseil aussi, souvent il y a des investisseurs, j'en rencontre, qui visent que le rendement, 15, 20%. J'ai des clients, des participants qui font ces chiffres, mais sur des tout petits biens. Il vaut mieux faire un 10% brut sur un immeuble comme ça avec des gros montants, il amortit plus de capital à la banque, il a peut-être plus de cash flow en termes de montant, plutôt qu'une opération toute petite qui a 20% de rendement. C'est ça, ouais. Voilà. Ouais, c'est ça. Après, pas forcément, voilà, le but c'était aussi sur un investissement comme ça, de regarder un petit peu le pourcentage de rangement qu'on peut avoir, mais surtout moi ce que je regarde c'est le cash flow qui me reste à la fin. Ouais, l'avantage c'est qu'on peut avoir un meilleur cash flow et en amenuisant un petit peu le risque, c'est-à-dire que moins de risques d'impayés, parce que je pense pas qu'il y ait 5 appartements qui vont être libres tout d'un coup, donc voilà, le but était un petit peu de diluer un petit peu le risque et d'avoir une taux de rentabilité en ayant sur un bail classique d'appartement. Voilà, c'était vraiment l'esprit. Génial, super. Donc du coup là ça te fait 1 plus 2 ça te fait 3, plus 5 ça va te faire 8 appartements. C'est ça. Ça commence à être pas mal. Ça commence à être on commence à passer des barrières. Ok. Alors évidemment Julien s'est pas arrêté là, on va passer encore un step supplémentaire. T'as vu, on grimpe dans la vidéo, j'adore ça, j'adore ça. Donc Julien a voulu aussi augmenter et faire encore des projets encore plus rentables. Et il est arrivé à un moment dans sa vie d'investisseur qui arrive à tout le monde, c'est qu'il a arbitré. C'est-à-dire qu'il a revendu certains biens pour reculer d'un pas et sauter de 3, voire même là peut-être de 10. Un petit peu, ouais, 10-15. Ouais, 10-15 même carrément. Il va nous expliquer. Donc du coup, tu as revendu un projet et tu vas faire un nouveau projet. Explique-nous un petit peu. C'est ça, alors en écoutant un petit peu ta formation, en fait, à une époque, pendant un moment, tu parlais un petit peu d'histoire d'arbitrage. Donc en fait, on se retrouve un petit peu, quand on est investisseur immobilier, en fait, l'achat, c'est un peu nos bébés, en fait. Donc les premiers appartements qu'on fait, voilà. Et sur l'achat que j'avais fait de la division, voilà, je me retrouvais avec 2 appartements en plein centre de Toulouse, avec une terrasse, vue dégagée sur les toits. Donc j'étais très fier de les avoir. Un peu d'émotionnel. Voilà, un petit peu d'émotionnel qui se passe. Et en fait, en réfléchissant un petit peu, moi, quand je voulais faire de futurs projets, ce qui bloquait peut-être parfois au niveau des banques, souvent le retour que j'avais, c'est que j'avais pas forcément une grosse épargne. Donc en fait, même si j'arrivais avec des projets un projet qui était viable, en fait, la banque me disait oui, mais le problème c'est qu'on n'a pas trop d'épargne. Donc je me suis dit, est-ce que c'est peut-être pas le moment de faire mes biens, faire estimer mes biens, pour me dire si jamais demain je devais les revendre, qu'est-ce que je pourrais en retirer. Et j'avais déjà une petite idée, mais je voulais avoir quelque chose de concret. Donc je vais venir un agent immobilier qui m'a sur l'appartement, la division, et en fait qui m'a expliqué que je pourrais revendre l'appartement à peu près, on va dire, on parle de chiffres, 250 000 €. Alors qu'il t'a coûté 170 000 en 2016. Ouais. Donc voilà, au bout de 3 ans, en fait, je faisais une plus-value intéressante. Sachant que j'avais déjà commencé à amortir un petit peu. Donc en fait, en faisant mon calcul, en fait, je pouvais faire une plus-value de 80 000 €. Voilà. Génial. Donc je me suis dit qu'est-ce que je fais, et en fait en faisant mon calcul, en fait j'ai fait un calcul un peu bête. Je me suis dit au bout de combien de temps de loyer ou de cash flow sur cet appartement j'atteindrais les 80 000 €. Ouais. Et je crois que c'était 15 ou 17 ans. Donc je me suis dit je peux gagner 17 ans d'un coup pour justement mettre de côté un peu ce côté émotionnel, et justement de pouvoir récupérer ça pour justement avoir un capital de côté pour pouvoir venir et faire des plus grosses opérations, voilà, au niveau de la banque, et rentrer un petit peu dans les cadres de la banque en disant voilà, les comptes sont bien, voilà, on a déjà de l'investissement à côté qui rapporte, et en plus on a un peu d'épargne, donc on peut peut-être, voilà, disons que tous les voyants sont au vert en fait pour pouvoir me faire financer de futurs projets. Ah oui, non seulement il supprime un crédit d'un côté, donc il rassure un peu la banque, et de l'autre côté il fait rentrer de l'épargne. Et il montre aussi qu'il sait investir. Voilà, regardez, je sais acheter une opération et je sais la revendre plus cher. C'est ça. Donc la banque fait aussi plus confiance sur ces 3 critères ensuite. Surtout que c'était à chaque fois
tous mes investissements ont été avec des travaux. Donc c'est vrai que parfois les travaux, ça peut un peu faire peur au niveau des banques. Vrai, ouais. Moi j'ai eu souvent le cas. Et c'est vrai que d'avoir fait une ou deux opérations, même si c'est au départ des petites, parce que c'est pas des gros montants de travaux au départ, ça permet d'arriver avec son dossier en disant voilà ce que j'ai déjà acheté, voilà ce que j'en ai fait et voilà les chiffres. Donc c'est vrai que ça peut rassurer aussi quand on part sur de différents investissements où il y a un peu plus gros en termes de travaux. Ouais. Ok, excellent. C'est quoi ce projet du coup? Parce que là tu vends. T'as vendu là, je crois que cette semaine tu signes chez le notaire. Le 5 septembre. On est le 27 août actuellement, donc la semaine prochaine on signe l'acte définitif. Super. Ouais. Qu'est-ce que tu vas faire comme projet derrière? Alors le projet en fait c'est mon premier investissement en 2014, donc c'est le studio qui est un peu sous les combles. Et en fait depuis des années je passais dans Toulouse et je voyais que parfois on surélevait, on augmentait un petit peu les étages au niveau de la ville. Et je m'étais toujours dit pourquoi pas surélever le toit de mon appartement pour pouvoir récupérer la loi Carrez. Et en fait en réfléchissant je me suis dit, j'ai été me renseigner au niveau du cadastre, savoir si je pouvais plus surélever que ça. Et en fait, je me suis rendu compte qu'on pouvait aller jusqu'à 15 mètres de hauteur au niveau de l'appartement que j'avais. Et le but maintenant, c'est de pouvoir surélever le toit de l'appartement que j'ai déjà acheté en 2014 pour faire une surélévation et créer ma résidence principale au-dessus. Génial. Voilà. Alors du coup, celle-là, c'est pas ton immeuble, on est d'accord? Non, c'est pas mon une immeuble. copropriété. Tout à fait. Comment tu gères le fait de surélever une copropriété au final alors que toi, tu n'as qu'un appartement dedans? Alors, il faut essayer de trouver le bon arbitrage aussi. Donc, le désavantage et l'avantage qu'il y avait dans cette copro-là, c'est que le désavantage, c'est qu'on a la toiture qui est complètement pourrie. Donc, on a eu plusieurs fois, parfois on a des grosses pluies à Toulouse, et on a 2-3 propriétaires qui avaient eu des infiltrations, des dégâts des eaux, et au niveau de la toiture, on savait que dans quelques temps, il faudrait la changer. Ouais. Donc, en fait, on a fait venir quelqu'un, on s'est rendu compte que ça coûtait à peu près entre 20 et 25 000 euros de refaire une toiture. Et en fait, je me suis un petit peu ancré dans ce créneau-là. Je me suis dit, voilà, le but, c'est de pouvoir aller voir mes copropriétaires avec qui on s'entend bien, avec qui on a de bonnes relations, et leur expliquer que moi, je voulais venir sur Toulouse habiter, je voulais créer ma résidence principale. Donc, je faisais ma surélévation et en contrepartie, je leur payais une toiture qui était neuve. Donc, ça leur permettait, voilà, gagnant-gagnant, ça leur permettait d'avoir pas trop. Parce qu'en plus, les autres copropriétaires ont des gros tantièmes aussi. Ouais. Parce que moi, je suis un des plus petits appartements, donc j'avais pas un tantième qui était vraiment énorme. Et eux, ça leur faisait quand même un gros investissement à faire. Et l'avantage, c'est que là, en fait, on crée de la valeur aussi au niveau de l'immeuble parce qu'on faisait quelque chose qui est en adéquation avec c'est une ancienne maison du 19e. Ouais. Donc en fait, on reste quelque chose vraiment qui est en adéquation avec l'immeuble. Ouais. On lui apporte de la valeur et en plus, ça leur permet d'avoir une toiture qui est neuve à zéro frais pour eux. Génial. Et toi, ça te permet d'avoir un appartement de 120 mètres carrés, voilà, en plein centre de Toulouse. En plein centre de Toulouse, sur la terrasse. Voilà. Génial. Alors justement, au niveau du prix, quel est le prix au mètre carré de ce bien une fois qu'il sera terminé? C'est-à-dire combien tu pourrais le revendre? Quelle serait la valeur? Et combien ça va te coûter de faire cette surélévation? Alors, pour faire une surélévation, il y a beaucoup de choses à prendre en ligne de compte. C'est encore une nouvelle chose que moi j'ai appris en faisant mes démarches. Il y a beaucoup de pièges à éviter aussi. Ouais. Et il y a beaucoup de démarches administratives et plein de choses auxquelles il faut penser. En termes de coût seulement de la création de la surélévation, on est sur un budget, on va dire en gros, fourchette haute, 280 000 euros. Donc on est sur 2300 euros du mètre carré environ. Okay. À côté, il y a beaucoup de frais annexes qu'il faut rajouter. Voilà. On va dire qu'on part sur une enveloppe de 320 000 euros pour créer un 120 mètres carrés. En attente d'avoir l'accord de l'urbanisme, des architectes, des ABF, voilà, pour savoir si vraiment on peut faire ce qu'on a prévu de faire. Mais si on peut vraiment faire ce qu'on a prévu, on sera sur une surface de entre 110 et 120 mètres carrés. Ouais, ce qui est en toit terrasse en plein centre de Toulouse, dans un immeuble qui sera neuf, enfin là, cette partie-là sera complètement neuve. Tout à fait. Quelle serait la valeur en cas de revente? La valeur, on établit sur une fourchette basse 580 000 euros à peu près. D'accord. Entre 500 et 600 000 euros. Entre 580 000 et 600 000 euros, okay. Fourchette basse. Donc il y a un grand minimum de 250 000 euros net à prendre. C'est ça. Et un 300 000 euros en étant optimiste. C'est ça. Ok. Donc une très belle plus-value aussi. Une belle plus-value. On sent que les étapes d'investisseurs sont très vite montées. Hein. Ouais, c'est ça. Ok. Bon Julien, c'est vraiment génial. Merci beaucoup pour toutes ces infos. Alors effectivement, il y a encore plein d'autres infos qu'on peut avoir, mais bon, sinon on ferait des vidéos de 2 heures, donc c'est pas le but. Là déjà, il y a énormément d'infos. Autre chose que j'adore poser cette question, parce que c'est bien de montrer les projets qui réussissent, mais il y a toujours des erreurs. Il y a toujours des choses qu'on aurait pu mieux faire. Allez, quelles seraient les 2 erreurs dans ta carrière d'investisseur jusque-là que tu as faites et que tu ferais différemment maintenant que tu as les connaissances? Alors, 2 erreurs. Une première que j'ai faite, c'est au niveau de la division que j'ai faite. Ouais. Donc en fait, moi, je me suis seulement contenté au niveau des plans de savoir si techniquement parlant, c'était possible de faire une division. Mais dans l'esprit au départ,
partais pour garder cet investissement-là. Et en fait, j'ai pas anticipé le fait qu'un jour, je pourrais peut-être le vendre et de me dire, voilà, si jamais je le revends, je serais obligé de vendre les deux lots en même temps. Je pourrais pas les vendre séparément parce que c'est pas vraiment officiellement. Officiellement, ça reste qu'un lot. Oui. Et une fois que je l'ai mis en vente, en fait, pour pouvoir mettre toutes les chances de mon côté, j'ai quand même fait les démarches en amont pour pouvoir le diviser officiellement. Et c'est là, qu'en faisant un petit peu de recherche aussi, que j'ai trouvé sur plusieurs vidéos que tu avais faites aussi, qu'il fallait vraiment que la division était vraiment encadrée et qu'il fallait valider par plein de choses, aussi par le règlement de copropriété. Donc je suis allé dans mon petit calepin regarder mon règlement de copropriété un petit peu comme ça. Et en fait, en tombant dessus, j'ai eu de la chance, en fait, je me suis rendu compte qu'au niveau du règlement de copropriété dans cet immeuble-là, en fait, on pouvait diviser naturellement sans avoir une autorisation au niveau de la copropriété. À partir du moment où on le validait, toutes les démarches qui étaient à ramener un compteur supplémentaire et toutes les démarches d'évacuation, des choses comme ça, et à ce moment-là, on pouvait le présenter en AG et que les copropriétaires ne pouvaient pas me refuser ça. Tu as eu un bol énorme. Il m'a raconté ça tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, donc, pour expliquer en détail, il a fait cette division, donc physiquement, mais il n'avait pas regardé le règlement de copropriété avant. Parce qu'effectivement, la première chose à faire, que je dis dans la formation forcément, la première chose à faire avant de faire des démarches comme ça, et ensuite, quand il s'est rendu compte de ça, il a été regarder le règlement, effectivement en stressant, en se disant est-ce que c'était pas refusé, est-ce qu'au final, en général, soit c'est refusé clairement, soit ça n'est pas précisé, soit c'est autorisé. C'est très rare où c'est vraiment autorisé, c'est écrit noir sur blanc. Et tu as eu vraiment du bol parce que c'était autorisé dedans et donc il s'est dit ok génial, il a pu faire sa division et maintenant revendre les lots. Donc première erreur, si c'est à refaire. Ouais, je ferais différemment. Tu ferais différemment. J'aurais moins de stress comme ça. C'est clair, ok. Donc une erreur qui s'est au final très bien passée, tant mieux. Mais ça aurait pu te faire perdre beaucoup de temps et beaucoup d'argent et du stress qui aurait pu être évité. Tout à fait. Donc première erreur. Deuxième erreur, je l'ai faite ici. Forcément, c'est mon premier achat d'immeuble, donc c'est différent de l'achat d'un appartement. Il y a plein d'avantages, mais plein de désavantages aussi. Et dans mon budget, je n'avais pas calculé que quand on faisait venir 5 compteurs neufs, on créait aussi tout ce qui allait autour au niveau des colonnes et des choses comme ça. Et j'ai eu un delta pratiquement entre 8 et 10 000 euros supplémentaires pour tout ce qui était compteur d'eau, compteur d'électricité. Donc c'est vrai qu'au départ, voilà, c'est l'erreur que j'ai faite, même si c'est difficile de pouvoir le calculer à l'avance, mais donc je n'avais pas prévu cette enveloppe travaux supplémentaire. Voilà. Donc il a fallu que je réadapte mon projet. Ça restait quand même viable, c'est pas un souci, mais voilà. Mais il a fallu quand même que je réadapte mon budget par rapport à ça. Donc c'est vrai que quand on fait un achat d'immeuble, en fait, surtout quand on crée des lots, faut toujours prendre en considération qu'on va créer des compteurs et forcément les arrivées d'eau et ainsi de suite. Effectivement, c'est vrai que c'est une erreur que j'ai faite aussi sur mon premier immeuble, puisque j'ai créé 4 lots. J'ai fait une colonne électrique aussi, et c'était 12 000 euros la colonne pour 5 compteurs, 1 de commun et 4 indépendants. Et effectivement, c'est à peu près le budget. Donc non seulement c'est très long à venir installer, donc il faut s'y prendre bien en avance. Et aussi, ça coûte aussi très cher, donc il faut l'intégrer dès le départ. C'est ça. Bon, génial. Il y en a eu effectivement d'autres, mais c'est déjà pas mal pour le moment. Autre question que je pose, tu as fait des erreurs, donc certaines qui ont pu te coûter plus ou moins de l'argent ou peut-être te ralentir. Est-ce que malgré ces erreurs, malgré ces petites choses, tu t'arrêterais d'investir dans l'IMO? Non, pas du tout, parce que c'est vrai que quand on commence, c'est vrai que généralement quand on fait un investissement, il y a deux types de personnes. Parfois il y a des gens qui investissent, ils font vraiment un achat et après voilà, ils se contentent de ça. Et après il y a deux types de personnes qui, quand tu fais un achat et qu'on voit que ça fonctionne et surtout qu'on peut rapporter de la plus-value, après tout dépend, voilà, un petit peu les recherches de chacun. Il y a des gens qui investissent pour investir. Moi ce qui m'intéressait c'est vraiment de pouvoir apporter une plus-value et de faire venir des locataires qui sont dans un bel appartement qui leur plaise. Et voilà, et au moins j'ai pas de souci d'impayé ou de choses comme ça parce qu'ils ont tout vraiment clé en main qui leur permet de se sentir bien. C'est un peu moi ce que je retrouvais un petit peu dans le saisonnier. C'est quand les gens arrivaient, ils avaient un truc qui était vraiment sympa et ça leur permettait de passer un bon moment. Et voilà, ils étaient contents, c'est vraiment du gagnant-gagnant. Donc le but c'est de continuer à investir parce que aussi mon but à moi c'est de pouvoir d'ici quelques années, voilà, j'ai une date en tête, de pouvoir continuer à avoir des projets plus gros en fait, parce que c'est toujours intéressant de se donner un petit peu des challenges. C'est très compliqué. Parfois c'est très dur parce que ça prend du temps et que parfois on doute et que parfois on se dit pourquoi les autres réussissent et moi je mets plus de temps. Voilà, on essaie toujours un petit peu de se comparer et c'est vrai que c'est un peu l'erreur. Moi je le fais, je dis que je ne devrais pas le faire, mais voilà, si j'ai un conseil à vous donner, ne vous comparez pas. Voilà, chaque personne est différente, on a tous des projets, on va vite, pas vite, c'est pas forcément un souci. Et le but c'est d'investir vraiment pour être indépendant plus tard et pouvoir avoir plus de temps, voilà, et de faire vraiment ce que j'aime. Moi ce que j'aime, au-delà d'investir, en fait, au-delà des chiffres, c'est de pouvoir redonner des secondes vies à d'anciennes bâtisses ou des choses comme ça. Voilà, le neuf ça m'intéresse pas, je trouve ça froid. Voilà, moi ce que je préfère c'est l'ancien et rénover, voilà, et ramener des choses en fait. Donc c'est quelque chose qui est assez gratifiant aussi parce que on crée des choses soi-même, en fait on va au bout des projets soi-même, on passe par beaucoup de problèmes. Si je peux donner un petit conseil pour l'investissement que j'ai fait au niveau de la division, j'ai fait 17 banques.
pour avoir. C'est bien de le savoir, des fois on achat, pense que tout est trop beau, tout est trop facile. Non, il faut aller le chercher quand même. C'est ça. Il faut aller le chercher. Alors il y a 1 million d'avantages, de bénéfices à faire de l'immobilier, mais effectivement il y a des choses comme ça où faut aller les faire les 17 banques. C'est ça, le prêt. ouais. Okay. Surtout qu'après, voilà, quand vous arrivez pour avoir une banque et que vous avez 2 banquiers sur 3 qui vous regardent un peu comme si vous étiez un petit, alors que vous arrivez vraiment avec un projet qui vous tient à cœur et qui est viable. Donc c'est vrai que parfois c'est compliqué en sortant de la banque de se dire voilà, je vais jamais y arriver en fait. Le but c'est vraiment de tomber sur le bon interlocuteur. D'une banque à l'autre, vous allez tomber sur quelqu'un qui a déjà investi ou sur une autre personne. Après ça dépend tellement de choses, il y a tellement de variables qui rentrent en ligne de compte que voilà, faut essayer de mettre ça de côté, voilà, remballer sa fierté, aller voir une autre banque et au final voilà, parfois on arrive à se faire financer. Et si on n'arrive pas à se faire financer, voilà, pas s'arrêter ici. Des projets, il y en a plein, voilà, faut juste prendre le temps de le faire. Même si je sais que parfois c'est dur et que ça prend du temps, mais après voilà, on voit le résultat là. Après il y a beaucoup de choses derrière aussi qui sont pas forcément évidentes, mais après voilà, on en tire vraiment une satisfaction quand on arrive à avoir des choses qui sont chouettes et voilà, et après avoir du cash flow qui rentre automatiquement, voilà, qui puisse remplacer un salaire ou rapporter des choses en plus, voilà, pour pouvoir après faire d'autres choses, avoir d'autres projets, voilà, c'est quelque chose qui est hyper intéressant. Entièrement. Julien, écoute, merci beaucoup. Merci. Il y a toujours une dernière question que j'aime poser. Comment a changé ta vision d'investisseur avant que tu aies fait la formation par rapport à après? Et si tu devais donner une chose que tu as vraiment retenu de la formation ou qui t'a le plus aidé, que tu as le plus adoré, ça serait quoi? Alors, il y a plein de choses qu'on apprend. Ce qui m'a plu dans la formation, justement, ça m'a permis de m'ouvrir à d'autres choses. C'est-à-dire que moi, avant d'avoir vu la formation, j'avais déjà fait de l'investissement. Mais justement, en fait, c'était chercher des réponses à mes questions. Donc c'est vrai qu'on se pose tous plein de questions quand on investit. Est-ce qu'on est un petit peu seul aussi de son côté? Parfois, les gens de notre entourage ou notre famille ne comprennent pas trop. Même moi, ma propre femme, elle n'est pas investisseur du tout, donc elle me laisse faire mon micmac. Mais voilà, on n'est pas du tout dans ce domaine-là. Donc c'est vrai que en ayant fait déjà de l'investissement, voilà, chercher justement à passer un niveau au-dessus. Et l'avantage de ta formation, c'est que ça m'a donné un petit peu des billes. Alors il y a plein de choses qui m'ont intéressé, que ce soit surtout ce que je recherchais au départ, c'était sur de la recherche de nouveaux investissements. Quand on investit dans une grande ville, on se pose moins la question. Mais c'est vrai qu'au tout départ, quand moi je faisais quand je regardais des interviews, des choses comme ça, de différentes personnes, on m'a toujours dit investir près de chez soi. Et je me rappellerai toujours, j'ai vu ta première vidéo avec David, promoteur. Oui, certainement, et c'est ça. Et que tu disais l'erreur, c'est que les gens pensent qu'il faut investir toujours près de chez soi. Le problème, c'est que si vous habitez à Monaco, les prix ne sont pas les mêmes que si vous habitez dans une petite ville. C'est clair. Donc c'est vrai que ça m'a fait un petit peu m'ouvrir un petit peu en me disant qu'il faut que je peux sortir en dehors de Toulouse pour faire de l'investissement, et je me suis rendu compte que ça permettait d'avoir des investissements qui étaient plus rentables sur des plus gros projets que j'aurais peut-être pas pu faire au tout départ. Voilà, ça m'a permis un petit peu de m'ouvrir sur différentes choses, d'en apprendre sur la fiscalité, avoir des bases, même si voilà, c'est toujours bien d'avoir un expert comptable aussi pour vous rassurer, mais d'avoir des bases et vraiment aller plus dans le... Je voulais être plus armé pour pouvoir faire de futurs investissements. Voilà, c'est l'avantage que j'ai trouvé dans ta formation, c'est que ça englobe plein de choses, ça donne beaucoup de billes. Parfois c'est une petite chose, peut-être que si je n'avais pas eu ta formation, peut-être que j'aurais jamais vendu mon appartement en division, et peut-être que j'aurais pas pu faire mon projet derrière. Donc voilà, on apprend toujours des petites choses un petit peu. Super. Julien, écoute, merci beaucoup. Merci à toi. Merci pour eux, j'espère vraiment que ça vous a plu. Je pense que oui, parce qu'il y a eu énormément de choses, énormément de projets différents. Donc vraiment merci d'avoir pris ce temps-là. Et moi j'étais aussi ravi de voir tous tes projets. Et voilà, j'adore voir les résultats, ça me donne énormément de gratification, comme quand tu fais un immeuble pourri et que tu en fais quelque chose de magnifique, tu vois. Moi je récupère énormément grâce à ça. Donc futur entier, tu sais ce que je vais te dire, comme d'habitude, mets un like sur cette vidéo si ce que t'as dit Julien ça t'a plu, si la visite qu'on t'a montrée ça t'a plu également. Écris-nous en commentaire ce que tu as pensé de ces projets, ce que tu as pensé de cette visite, de ces travaux, de tous ces chiffres qu'il t'a pu te donner. Voilà, donne-nous ça, ça nous aidera énormément. Comme d'habitude, je vais te souhaiter une super bonne journée, une super bonne semaine, la patate, la motivation et plein de projets de division, de surélévation et énormément de choses. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et une prochaine interview dans la région toulousaine. À très bientôt.